Bonsoir à tous. Alors, comme d'habitude, j'aimerais... Ah voilà. Bonsoir à tous. Ça y est, cette fois-ci, je crois que ça marche. Là, j'ai un petit machin en direct qui clignote. C'est rouge, c'est... Voilà. Donc, j'en déduis que ça fonctionne. Comme j'imagine que je vais, comme d'habitude, pas avoir tout de suite quelqu'un qui va me dire «Ouais, super, ça marche». Bon, ben, on va le faire quand même. Hein, voilà. Alors, c'est déjà le 7e live. Les 7 lives se sont passés en confinement, hein. Faut quand même le réaliser. Donc, on en dira ce qu'on voudra, mais ça fait un moment que ça dure. Alors, tant mieux pour l'environnement, tant mieux pour la nature, parce que non seulement elle se repose pendant que nous on est enfermés, mais aussi tant mieux pour la nature, parce que du coup ça nous laisse le temps, nous, de nous mettre en avant, d'exposer nos solutions pour avoir une société plus apaisée. Parce que c'est en fait, c'est ça le mot-clé, c'est d'avoir une société apaisée. Vous avez tous vu maintenant, on a tous constaté, entre les phoques qui se vautrent sur la plage, débarrassés des humains, alors qu'elle est normalement surchargée de monde à cette époque de l'année, entre les baleines qui commencent à visiter les ports, les requins qui se perdent dans les ports, les animaux qui reconquièrent les villes, je veux dire, c'est très peu de temps, euh, très peu de temps libéré pour la nature lui permet d'émerger. Comme le Sahara refleurit à la moindre pluie, c'est pareil. Donc la nature, on découvre sa vraie résilience et on comprend là l'intérêt primordial d'une société apaisée. Parce qu'en fait, c'est pas l'humanité qui contraint la nature à proprement parler, sinon que, ma foi, la population, à partir d'un certain seuil, on est tellement de milliards que, ma foi, fatalement, ça crée de la promiscuité. Là, je me suis encore un peu disputé avec quelqu'un qui me disait qu'en réalité, il y a encore de la place sur la Terre. Et donc, ça sous-entendrait que la place qui reste, faudrait aussi la prendre à la nature, en fait. Et donc, c'est évidemment absurde. On ne peut pas d'un côté prétendre soulager la nature et de l'autre occuper son espace. Et j'avais sorti un argument qu'il ne faut pas croire si on construit une maison en campagne, dans la nature, au paradis, le joli bosquet derrière que vous adorez, pour lequel vous avez construit votre maison là, dans lequel venaient se reproduire les chevreuils, ben les chevreuils ils iront se reproduire ailleurs. Donc il n'y a pas d'implantation de l'humain qui puisse être respectueuse de la nature. Mais par contre, on peut avoir une société qui soit plus apaisée. Et c'est un enchaînement systémique de phénomènes dont tous les éléments font partie intégrante. C'est le travail, c'est la société, c'est la production. Là, si on arrête de surproduire pour que les gens aient juste du travail, on va payer moins d'impôts, qui est le sujet dont nous allons aborder ce soir. C'est pour le travail, on a créé le néolibéralisme. On a incité les riches à investir pour créer de l'emploi, puis donc à surproduire pour pouvoir transporter plus, pour fabriquer plus, pour emballer plus, pour voilà, plus. Et c'est ça le problème. C'est pas l'humanité avec la nature. L'humanité est tout à fait compatible avec la nature dans une société apaisée qui reposerait non plus sur la surproduction pour qu'il y ait surconsommation, pour qu'il y ait surtravail pour sur tout le monde. Non. Et on pourrait avoir une société apaisée où c'est la créativité qui domine, où c'est l'humain qui domine, sans pour autant renoncer à la croissance. Parce que sans croissance, il n'y a pas de développement sociétal. Il faut arrêter de croire qu'on n'a pas besoin de croissance. Seulement la croissance, c'est un flux, alors que quand on prétend que la croissance va détruire l'environnement c'est un stock. Il n'y a pas de lien entre les deux. La croissance repose sur quoi on la fait reposer. Nous, à Courant Constructif, nous voudrions la faire reposer sur l'humain, sur l'intelligence collective, sur la contribution économique de chacun, c'est-à-dire que chacun devient une source de création de richesse avec sa créativité en bénéficiant de son droit d'initiative. On est dans le libéralisme, qui est l'opposé du néolibéralisme. Pourquoi je vous dis ça? Ben parce que j'avais envie d'une introduction qui vous fasse comprendre, dans ce 7e live, pourquoi tout ce que je vous ai dit avant est si important, pourquoi il est important de comprendre cette logique systémique.
et pourquoi on va vers une société telle que nous la voyons, qui est beaucoup plus confortable pour tous et qui ne compromet pas la production, qui ne compromet pas l'humain, parce que d'avoir moins d'emplois, c'est pas moins d'humains. C'est au contraire avoir des humains qui ne sont pas voués à faire des emplois de merde. C'est ou astreignant ou contraignant. C'est dans un emploi que l'on peut remplacer, que l'on peut substituer, un emploi tenu par un humain que l'on peut substituer par une machine ou en réorganisant la fonction, est sans valeur. Or, l'humain a une valeur. Donc, un humain n'a pas sa place dans une fonction sans valeur. C'est aussi simple que ça à comprendre. Mais la société a refusé de l'entendre. Et depuis 40 ans, on a organisé la société pour que tout le monde bosse, même indépendamment de ses intérêts personnels, quitte à sacrifier sa qualité de vie, quitte à tout sacrifier, les acquis, le développement sociétal, pour que les gens bossent, qu'ils bossent. Voilà. Et en fait, c'est sans objectif réel, puisqu'il n'y a plus de développement en réalité, il n'y a plus que de la régression. C'est donc absurde. Et pour ça, on a inventé le néolibéralisme. Je sens qu'il va y avoir de nouveau un petit coup de pchit là, comme dans le 5e live. Et donc, c'est parce que je voudrais revenir sur ce sujet que j'avais abordé dans un précédent live. Mais là, puisqu'on est dans le segment des impôts, avant d'aborder les questions, cette question qui avait été posée précédemment et à laquelle j'avais déjà pré-répondu, j'aimerais vraiment la redéfinir pour que vous compreniez la nuance entre le néolibéralisme et le libéralisme. La question qui avait été posée, je ne sais plus par qui, mais je pense que c'était par Satyavi, que penses-tu du néolibéralisme en tant que libéral? Alors déjà, néolibéralisme, c'est un néologisme, donc c'est un terme qui n'existe pas. En économie, le néolibéralisme n'existe pas. D'ailleurs, il y en a qui l'appellent l'ultralibéralisme. L'ultralibéralisme, c'est faux. Il n'y a pas d'ultralibéralisme. On n'a jamais eu, tout au long du XXe siècle, une économie aussi contrainte. Je veux dire, par exemple, maintenant, le salarié, il a un CDI. On ne peut pas qualifier le CDI d'ultralibéral. Hein, je m'excuse, mais l'ouvrier, il bénéficie pas d'un quelconque libéralisme, et le patron non plus, puisque s'il le vire, il a tellement de conditions à le licencier que certains ont peur d'embaucher. Donc on ne peut pas parler d'ultralibéralisme. En réalité, le néolibéralisme est un terme qui est plus juste, puisque il définit clairement une situation. Comme la société a refusé depuis 40 ans d'évoluer, comme elle a refusé toute évolution positive, pour pouvoir persister et perdurer dans le XXe siècle, elle a appuyé sur les prélèvements obligatoires, en faisant de plus en plus cadeau aux financiers, à ceux qui financent le travail, pour qu'ils créent de l'emploi, même de très mauvaise qualité. Mais donc on a creusé sciemment l'inégalité. On a dit, voilà, on va vous faire des baisses de charges sociales, on va vous baisser l'impôt sur les sociétés, on va vous favoriser le capital, on va défiscaliser le capital. Là, il est courant d'entendre depuis 30 ans, c'est du capital, on ne taxe pas. À l'époque, le capital était taxé. Tout au long du XXe siècle, on taxait le capital comme le revenu. Hein, je veux dire, c'est nouveau cette notion de non, ça c'est du capital. Faut pas le taxer parce que sinon ça compromet la croissance. C'est évidemment complètement absurde. Hein. Le capital, c'est un revenu. Alors on peut ne pas le taxer, mais en fixant des conditions claires de réinvestissement, de développement de l'économie réelle, etc. Au lieu de lui faire des cadeaux fiscaux pour favoriser le capital. C'est exactement le contraire. Et donc ça fait que le néolibéralisme est en réalité tout simplement le libéralisme dont l'objectif même était de libérer l'ouvrier, d'offrir la possibilité à l'ouvrier de s'extraire de sa condition en bénéficiant de son droit d'initiative, de lui accorder son droit d'initiative. Ça, c'est le libéralisme. Donc le libéralisme, quand Macron disait que le libéralisme c'est de gauche, il avait raison. Le libéralisme, c'est le principe même de l'ouvrier qui a le droit de s'extraire de sa condition. C'est un concept qui est né au 19e siècle, issu en plein Germinal, pour situer l'époque. Hein. Et donc, si on lit Germinal, on comprend à quel point le libéralisme est quelque chose de crucial, parce que l'ouvrier, à l'époque, appartenait à son patron, et s'il se mettait en grève, on lui tirait dessus. Hein. Donc c'est quelque chose de colossal quand même comme notion, ce libéralisme. Et on a progressivement transféré ce libéralisme sur les financiers. On a de plus en plus contraint le salarié pour qu'il bosse
On y a ajouté de plus en plus de contraintes jusqu'à ce qu'il ait peur du chômage, au point qu'il y a encore seulement 4 ans, la première cause la première crainte de la population, non seulement en France, mais aussi en Allemagne ou en Suisse, c'était pas d'avoir le cancer ou d'avoir un accident de la route, c'était de perdre son job. Faut imaginer donc. Alors, c'est quelque chose d'hallucinant qui est tout à fait nouveau, alors qu'au XXe siècle, de perdre son job était ce qui pouvait nous arriver de mieux parce que ça nous donnait quelques jours de vacances avant d'aller en retrouver un autre. Et là, le travail s'est mis à manquer et donc on a mis des contraintes et des contraintes et des contraintes et des contraintes au point que les gens sont devenus terrorisés à l'idée de perdre leur job parce que si ça leur arrive, ils perdent tout. Alors que les financiers, eux, sont de plus en plus protégés. Les emplois sont subventionnés, le capital est favorisé, on leur a fait tout un tas de cadeaux, on a baissé les charges sociales, baissé l'impôt sur les sociétés. L'impôt sur les sociétés était à 50% en 1980, il était un peu moins, il était à, je sais plus, 43% en 1973, avant, plus tôt dans le siècle, il était autour de 75%. Hein. Et maintenant, il est plus qu'à, je sais plus, il va baisser à 21%, je crois, c'est hallucinant. Alors que le rôle même d'une entreprise, c'est de payer des impôts. C'est pour ça qu'on l'a créé. Le rôle d'une entreprise n'est pas de créer de l'emploi, c'est de créer de la richesse que l'on va taxer pour qu'elle bénéficie à tous. Et donc, on a dévié progressivement de cette notion de création de richesse vers la création d'emplois. Parce que l'emploi, c'est la redistribution, et donc on a appauvri progressivement la population. L'État paie les manques de salaire via des aides sociales au travers de la dette qui est payée par le public, et donc les actionnaires encaissent littéralement ce que l'État emprunte. L'État emprunte, le donne aux entreprises ou au public, il le donne aux salariés sous-payés. Ça revient à la même chose. C'est au lieu que l'entreprise donne 200 balles de plus, c'est l'État qui les lui donne, et puis donc l'actionnaire empoche ces 200 balles. Voilà. Et donc c'est quelque chose qui est absolument abominable, une chose à laquelle on doit mettre fin, et qui n'est dans l'intérêt de personne, pas même des riches. Parce qu'en réalité, si on les soulage de l'obligation de créer de l'emploi, qu'on leur dit, vous devez assurer la production, vous devez assurer la création de richesse, la notion est complètement différente. Et d'autant que dans ce cas-là, avec la vision de courant constructif, on va parvenir à avoir une société reposant plus sur la créativité. C'est-à-dire que c'est une société où il y a moins d'emplois, mais ce n'est pas une société de moins d'activité, c'est une société de plus d'activité, beaucoup plus diversifiée, où chacun qui aujourd'hui est contraint par le travail peut espérer voir ses idées et ses projets émerger. Maintenant, j'arrive dans le vif du sujet, je vais lire les questions. Il y a une question de Mireille. Quel rapport entre la fiscalité du XXIe siècle et le service public ? Quel service public financera-t-elle? En particulier, quel système de santé, quel système scolaire, quel système de retraite financera-t-elle? Alors, il y a tout un tas de questions dans la question. Le service public n'est pas forcément financé par l'impôt sur le revenu, contrairement à ce qu'on croit. Hein. Aujourd'hui, l'impôt sur le revenu, c'est 23% des rentrées de l'État. Voilà. Donc, vraiment, l'impôt sur le revenu, c'est une part très minime. Et donc, c'est pas ça qui paye le service public. En réalité, la moitié des impôts, l'impôt sur le revenu représente la moitié du service de la dette. Donc, ça donne une petite... non, pardon, excusez-moi. L'impôt sur le revenu représente le double du service de la dette. Donc, la moitié de l'impôt sur le revenu part pour payer le service de la dette, pour payer les intérêts de la dette souveraine. Donc, c'est pas vrai de penser que l'impôt sur le revenu paye les services publics. La TVA, par exemple, représente 2 fois l'impôt sur le revenu. Alors que la fiscalité sur les entreprises, qui s'est effondrée, l'impôt sur les sociétés, ne représente aujourd'hui plus rien, bien moins que l'impôt sur le revenu. Ce qui est une aberration absolument unique. Hein. L'impôt sur les sociétés, au cours du XXe siècle, représentait l'essentiel des rentrées, jusqu'au jour où est arrivée la TVA, qui a représenté l'essentiel, mais donc l'impôt sur le revenu n'était qu'en 3e position. C'est dans l'ordre d'importance. Et si maintenant on va sur le site du gouvernement, alors même qu'il ne représente plus que 23% des rentrées, donc qui s'est encore effondré, il est mis en première position. Il est considéré comme le plus important. C'est quelque chose, voilà. Ce qui compte, c'est vos impôts, madame, monsieur, voilà. Alors qu'en réalité, il ne représente plus grand-chose, plus que 87 milliards, je crois. Quelque chose comme ça, alors que c'est 100 milliards de plus pour la TVA, et c'est 30 milliards de moins pour l'impôt sur les sociétés.
À l'époque, c'était quand même relativement le contraire. L'impôt sur les sociétés représentait le gros. Ensuite, il y avait l'impôt sur le revenu. On a introduit la TVA. La TVA a pris la place de l'impôt sur le revenu. C'était toujours l'impôt sur les sociétés qui était le principal. Et donc, on a vraiment favorisé l'actionnariat. Et donc, ça fait que le service public a de plus en plus pesé sur le public. Soit au travers de la dette, puisque finalement le budget de l'État déficitaire, c'est rien que ça, hein, c'est du service public qu'il faut financer par de la dette, et donc après c'est les impôts qui payent les intérêts dessus. Alors seulement il y a un truc qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui le service public est devenu tentaculaire. L'État est devenu tentaculaire. Quand on dit qu'il faudrait moins d'État, non, il ne faut pas moins d'État. Il faut un État qui soit efficace, qui soit présent là où il doit l'être. Et puis qu'il ne soit pas présent absolument partout parce que tout déconne. Parce que c'est ça aujourd'hui le problème. C'est que tout déconne et donc l'État, à chaque fois qu'il y a un problème, l'État crée un système. Et donc, c'est le fameux constructivisme du XXe siècle. On a ajouté des couches, des couches, des couches, des couches. Dans la société apaisée que nous prônons, dans une société où il y a un revenu de base, où l'économie devient contributive, etc., il n'y a plus besoin de tous ces systèmes d'aide sociale, tous ces systèmes de contrôle de dossiers, de surveillance des bénéficiaires. Rendez-vous compte, pour avoir le RSA, il faut remplir une pile de paperasse comme ça, puis ensuite il faut démontrer régulièrement qu'on fait des recherches d'emploi, puis il faut avoir un plan, des projets, faire preuve de projets, de projets de développement, etc., etc., etc. Les chicanes sont continues, puis on a tout le temps affaire à une assistante sociale, etc. C'est quelque chose de très coûteux, de très complexe, de très fastidieux et de parfaitement inefficace. Et c'est comme ça à tous les échelons. C'est comme ça pour l'AAH, c'est comme ça l'AAH, l'allocation adulte handicapé. Vous avez la MDPH qui prend la décision d'accorder l'invalidité. En fonction du niveau d'invalidité, elle transmet ça à la CAF, qui va estimer en fonction de votre déclaration de revenus combien elle doit vous verser, etc., etc., etc. Mais c'est d'une complexité, c'est hallucinant. On est arrivé dans une espèce d'usine à gaz. Toutes ces aides sociales nous coûtent un pognon de dingue et les gens sont quand même pauvres. Excusez-moi, j'étais obligé de la placer celle-là, hein, parce que je m'en souviendrai toute ma vie. Jamais j'aurais imaginé à ce moment-là entendre un président la sortir. Mais fondamentalement, il avait raison. Ben évidemment, puisqu'elles sont inefficaces. Elles ne servent qu'à opprimer plus, en fait. Vous recevez le RSA, d'accord, mais attention, hein, condition de chercher un emploi. Vous allez bénéficier de vos droits au chômage, mais attention, c'est à condition de chercher un emploi. Au lieu de vous rendre utile, vous allez chercher un emploi. Vous n'avez pas à vous rendre utile, on vous demande de chercher un emploi. Et on a poussé le vice si loin que Macron, lui, il n'a rien trouvé de mieux que de faire financer le chômage par l'ensemble pour augmenter le revenu des bas salaires de 1, quelque chose pour cent, et surtout pour que les chômeurs ne puissent plus dire « j'ai cotisé donc j'y ai droit ». Là, maintenant, les chômeurs n'y cotisent plus. Enfin, ils cotisent comme tout le monde. Donc, ça veut dire que maintenant, le chômeur doit rendre des comptes. Avant, il avait des droits, maintenant, il doit rendre des comptes. Maintenant, il a des devoirs. Faut imaginer, je veux dire, c'est pousser le vice à l'extrême. Et donc, y a un moment donné, je veux dire, il faut quand même revenir sur Terre, quoi. Je veux dire, voilà. Alors, je vois que John a partagé son article sur la financiarisation de l'économie. Le subventionnement des entreprises, les recettes fiscales, la représentation graphique des recettes fiscales, etc. Bon, ben c'est très bien. Et donc, je vous incite à lire ces articles parce que vous allez comprendre la transition qui a été faite. Et donc, ça fait que... je vois Mireille qui dit, pas maintenant, mais dans la société apaisée, il y aura bien besoin de services publics concernant la santé et l'enseignement. Alors, la santé, c'est évident. Seulement, il y a quelque chose qu'il faut comprendre, c'est que dans cette société apaisée, le financement ne viendra plus du travail. Donc, ça fait que, fatalement, il va falloir transférer le financement du système des services publics vers l'État, vers la fiscalité, vers le particulier. Aujourd'hui, c'est payé par les charges sociales.
Et donc là, s'il y a moins d'emplois, il y a moins de charges sociales. Et donc, fatalement, il y a moins de rentrées. D'autant que le principe est également de préserver les petites entreprises en arrêtant de les grever. Parce que dans nos visions, nous prônons que celui qui gagne son revenu de base, s'il veut juste un petit complément de salaire, il puisse l'avoir sans se retrouver contraint à payer 600 balles par mois de charges sociales. C'est une aberration, mais on en est là aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, le minimum, c'est 600 balles. Et donc, on vous tombe dessus. Là, vous recevez une facture. C'est en milliers d'euros. Hein. Vous n'avez rien gagné du tout. Vous avez bossé comme un damné et vous recevez une facture de milliers d'euros. Et paume, vous coulez, c'est terminé. L'État, aujourd'hui, on est à détruire massivement des bonnes volontés, juste dans le but d'engranger des charges sociales. Mais alors, c'est l'hystérie, hein, parce que l'hystérie ne se limite pas à la volonté de créer de l'emploi, de surconsommer, de surproduire, de surdétruire et tout. Non, non, on parle de gens qui vont manger tous les jours à leur cantine, dans leur quartier, et puis après le repas, ben, ils aident à débarrasser les tables, hein, parce que le patron c'est quand même un ami, évidemment on y mange tous les jours depuis gna année, et puis débarque un inspecteur de l'URSSAF qui considère que c'est du travail au black et qui envoie une facture au restaurateur de 15 000 balles. Voilà, on en est là donc. Vous n'avez plus le droit de débarrasser une table parce que ça c'est du travail au black. Hein. Ça doit être déclaré, voilà. Donc c'est le patron de restaurant qui mange à son restaurant. Je veux dire, il pioche dans ses casseroles et puis il se fait une assiette, il mange là entre midi et deux. Il déclare pas ça aux impôts. Pomme, on vient le redressement fiscal, rattrapage de charges sociales et tout parce que monsieur a mangé dans son restaurant. Voilà, on en est là. C'est l'hystérie à tout prix. À tout prix, mais à tout prix. Hein, sans aucune... Il n'y a plus de vergogne. Quoi. Il s'agit d'opprimer, mais à tout berzingue, hein, comme on dit en Suisse. À toute vitesse. Donc voilà, on en est là. Donc ça fait on a atteint un mur qui n'est plus plausible. Et donc le service public, fatalement, il est devenu une énorme machine, extrêmement complexe. Alors qu'en réalité, il y a des tas de services publics qui peuvent disparaître. Après, il y a des services publics dont on va se poser des questions. La Poste. La Poste, elle ne sert plus à rien. Hein. Aujourd'hui, pour préserver la Poste, on l'a rendue concurrente d'opérateurs de téléphonie, par exemple. On en est arrivé là, quoi. La Poste, juste pour qu'elle soit rentable, on la rend concurrente. On a créé des services concurrents des services de messagerie. C'est complètement absurde. Je sens que je vais devoir intervenir. Bougez pas. Je suis équipé. Fouf, voilà. C'est magique. C'est ça c'est ça le plaisir de vivre à notre époque, vous voyez. Imaginez que j'ai dû faire ce live au Moyen-Âge. Eh bien, j'aurais pas un polluant comme ça à proximité pour me débarrasser de quelques mouches. Je l'aurais pas fait de mal, hein. Elles volent toujours, hein, parce que c'est un vieux truc, c'est pas efficace. Euh, Et donc, ça fait que le service public va coûter beaucoup moins cher. Il va coûter beaucoup moins cher. Le logement, par exemple. Le ministère du Logement, aujourd'hui, c'est une usine à gaz. Et puis, on n'a pas arrêté, pour favoriser le logement, d'ajouter tellement de contraintes qu'aujourd'hui, le logement est devenu une folie. Il faut être fou pour investir dans le logement. C'est quelque chose, c'est devenu atroce. Vous avez des règles, des contraintes, des obligations, mais c'est une folie. C'est une folie. Et ça, c'est pour favoriser le logement. Donc ça ne peut pas marcher, et ça ne marche pas. À ne pas s'y tromper, ça ne marche pas. On le sait, la France manque de 300 000 logements par an. C'est quelque chose de terrible. Il y a 3 millions de logements vides. La plupart sont des logements de luxe, ou alors c'est des logements qui sont délabrés parce que les conditions étaient telles pour les rétablir qu'ils ont été abandonnés. Et donc c'est parce que la fiscalité fait que si votre logement est abandonné, ça vous coûte quand même beaucoup moins cher que s'il est en bon état. On a atteint partout, à tous les niveaux de la société, on a grignoté au fil du XXe siècle. On a grignoté, on a ajouté une petite couche, une petite couche, une petite couche pour aller de plus en plus loin. Puis là, aujourd'hui, il s'avère que tout est pourri, tout est corrompu. Et le principal service public, pour moi c'est un service public, pas pour tout le monde, il y en a qui pensent que ça devrait être privatisé, alors c'est pas mon cas. Je viens d'un pays où c'est privé, c'est la santé. En Suisse, le système de santé est privé, pour l'essentiel. Hein. On a des assurances privées, on va beaucoup dans des hôpitaux privés. Il y a des hôpitaux publics, bien sûr, mais il y a aussi des hôpitaux privés. Et puis donc les hôpitaux facturent, comme s'ils facturent leurs prestations aux assurances.
Et c'est quelque chose, franchement, c'est quand même beaucoup moins bien. Et ne vous y trompez pas, le problème est le même. Il est peut-être moins prégnant qu'en France, mais il existe déjà. Hein, parce que moi, quand j'étais gamin, j'avais 15 ans, j'allais aux urgences parce que pour me faire un vaccin anti-britannique parce qu'un rat anglais m'avait mordu. Eh bien, j'entendais déjà à ce moment-là le manque d'effectifs, le manque de moyens, la nécessité de faire plus. Quand j'ai eu 20 ans, je me suis sectionné un tendon au pouce. C'est un jeune médecin roumain, un jeune interne roumain qui était là, qui était en fin d'études, qui m'a opéré. Excellent, un excellent médecin. Il m'a dit que ça faisait 48 heures de service à la suite, et là ça faisait seulement 3 heures qu'il dormait. Pardon, hop là, on voit pas tout avec la caméra. C'est seulement 3 heures. Depuis 3 heures, il dormait enfin après 48 heures de service. Ça, c'était il y a plus de 30 ans. Plus de 30 ans. Donc, c'est dire si c'est récurrent. Et donc, ça fait que le système de santé devra être financé, évidemment, comme un service public. Mais le service public global va déjà coûter moins cher, puisqu'il sera plus simple, puisqu'il y en aura besoin de beaucoup moins. Le ministère du Logement, il pourra aller au ministère des Affaires sociales, puisqu'on va arrêter d'emmerder pour tout, puisque la société sera apaisée. Les conditions seront beaucoup plus simples. Tout sera plus simple. Et donc, ça fait que ça va coûter moins cher. En Suisse, on n'a pas tous ces services publics pour tout et n'importe quoi, absolument n'importe où. Vous avez un conseil fédéral, il y a 7 sages. Ces 7 sages, ce partage, représentent tous les ministres. Tous. Ils sont à la fois le président, le premier ministre, et les ministres de tout, et les conseillers d'État. Je veux dire, ils ont responsabilité de tout. De la justice, le logement, les sports, la jeunesse, la santé, les finances, les affaires étrangères, etc., etc., etc. Voilà, ils sont 7, et ils se partagent tout, et ils gouvernent le pays. Donc je veux dire, il y a un moment donné, alors peut-être qu'il faudrait quelque chose d'un peu plus conséquent pour la France, mais ça démontre qu'avec un système plus simple, au lieu d'avoir des bouquins de code comme ça épais, d'avoir des bouquins de code comme ça, eh ben, ça permet d'avoir des services publics quand même un peu plus supportables, quoi. Mais la santé, c'est clair qu'il faut la maintenir. La poste, ben, j'en sais rien, parce que de toute façon, elle ne sert plus à rien, hein, on n'écrit plus. Voilà. Donc ça, mais c'est pas à moi de le décider. Donc Mireille, tu me poses la question, c'est gentil. Mais je suis pas sûr que ce soit à moi de décider de quels services publics vont rester. Et l'enseignement, eh bien, il est appelé à beaucoup changer, hein, de toute façon. Hein. L'école que nous connaissons aujourd'hui, le modèle conférencier où les enfants vont à l'école, il est obsolète depuis plus de 100 ans. Obsolète. Totalement obsolète depuis plus de 100 ans. Même la plupart des nouveaux enseignements sont aussi obsolètes. Au XXIe siècle, avec l'ère des réseaux, on va vers un système où les enfants, l'école est beaucoup plus libre, où il n'y a plus de classe, où il n'y a plus d'horaires, où il y a des groupes, où il y a de l'interaction, de la stigmergie, on apprend par sérendipité. Donc c'est des autres fonctions, il y a de nouvelles pédagogies qui sont apparues. Au Québec, il y a un prof qui a inventé la sidologie, qui est déjà bien supérieur. Donc, il faut savoir quand même qu'on on peut permettre à un enfant d'apprendre beaucoup plus de choses en beaucoup plus de temps en lui laissant la possibilité de le faire. Aujourd'hui, l'école empêche l'enfant d'apprendre. Il l'empêche profondément. Hein. Un enfant lâché à lui-même dans un environnement qui correspond, qui est adapté. Je veux dire, c'est pas en allant jouer, en allant regarder des vidéos YouTube ou je sais pas quoi, qu'il va apprendre évidemment. Et en le laissant à lui-même, il apprend à lire et à écrire en 6 mois. En Afrique, il avait été fait un test en distribuant des tablettes à des enfants qui ne savaient même pas ce que c'était un ordinateur. Ils n'en avaient jamais entendu parler, ils n'avaient jamais vu une tablette, ils ne savaient ni lire ni écrire, ils n'avaient jamais vu Internet. Excusez-moi. Et donc, ces tablettes avaient été pleinement fonctionnelles, sauf que la caméra était verrouillée. Mais les enfants savaient que s'ils arrivaient à déverrouiller la caméra, ils pourraient se parler les uns les autres. En 6 mois, ces enfants ont appris à lire, à écrire, et ils ont déverrouillé la caméra.
Et donc, ça veut dire on a donné des tablettes à des enfants qui ne savaient ni lire ni écrire, sans leur donner autre chose. Il y avait un programme spécifique d'apprentissage sur la tablette. Les tablettes avaient la capacité de se connecter entre elles, c'est-à-dire qu'ils se sont fait leur propre réseau. Ils se parlaient entre eux, entre amis. Chaque tablette avait une part du programme. Donc ça fait qu'ensemble, ça représentait un gros programme. Mais sur chaque tablette, il n'y avait pas grand-chose. Donc les tablettes devaient être connectées pour que ça fonctionne. Et 6 mois plus tard, par émulation, ils ont appris à lire, à écrire, et ils ont déverrouillé la caméra. Alors on va pas dire qu'ils sont devenus informaticiens, mais je veux dire, même nous, quand on a un problème de caméra, on patauge un peu hein, quand même. Hein. Ben eux, ils l'ont déverrouillé. Donc il faut quand même, faut quand même se rendre compte de quoi on parle. Donc l'enseignement, est-ce même que ça restera un service public? Peut-être qu'il y aura un service public qui sera responsable de l'enseignement. Est-ce que ça veut dire que c'est lui qui le fournira, l'enseignement, comme aujourd'hui l'instruction publique? Allez savoir, je ne sais pas. Hein. Et je ne parle pas de privatisation, hein, je parle au contraire de démocratisation. Peut-être que l'enseignement, dans l'avenir, sera de responsabilité locale, et puis c'est on va dire, chaque académie, voilà, ça sera une nouvelle forme d'académie locale qui s'interconnectera avec les autres et qui produira la valeur. C'est la valeur, je veux dire la qualité de l'enseignement. Ça veut dire qu'on aura de la diversité de l'enseignement au lieu d'avoir un programme national qui est diffusé dans toutes les académies et instruit à tous les enfants. Eh ben peut-être qu'on aura un programme par académie qui sera dirigé démocratiquement par les parents localement, puis qui s'interconnectera avec les autres, et ça fera encore un programme beaucoup plus colossal, et les enfants pourront interagir en réalité augmentée avec des lunettes sur les yeux, comme s'ils étaient dans une classe, en constituant des groupes où il y aura peut-être plusieurs âges, plusieurs niveaux de développement. L'enfant qui peine sur un sujet pourra adhérer à un autre groupe, allez savoir. Il faut se rendre compte que ce qui compte dans le service public, c'est que les droits soient garantis. Et donc, je pense que le service public, on va plutôt vers un service public meilleur et moins touffu qu'aujourd'hui, où là, il est pléthorique et patauge dans la semoule, quoi. Littéralement, il est pléthorique et coûteux. Et je ne veux pas dire inefficace, parce que franchement, le service public français, je sais, je surprends quand je dis ça, hein, mais franchement, je le trouve génial. Moi, quand j'appelle les impôts, parce que j'ai un souci, ça finit volontiers avec des rires, les gens sont sympas. En Suisse, vous rendez pas compte, hein, moi, je veux dire, on avait acheté notre maison à Blonay, ça faisait 3 semaines qu'on était là. J'ai déjà été menacé de prison par un gars à Lausanne, hein, des services administratifs. Après a débarqué la commune, où là je me suis engueulé. Donc il y avait avec le service du cadastre et puis je sais pas quoi. Le ton, il a monté, on a fait se foutre sur la gueule. Enfin voilà, je veux dire, ça change l'ambiance hein, quand même. Hein. Donc c'est ici, franchement, moi je n'ai pas à me plaindre. Alors je sais, les Français ils aiment pas, mais voilà. Alors donc le service public, soyez tranquille, je veux dire, c'est pas ça qui va le compromettre. Et c'est pas le fait non plus de compromettre l'impôt qui va empêcher de le payer, puis vous allez comprendre dans les explications plus tard pourquoi. Parce que quand on parle de la fiscalité au XXIe siècle, ça ne veut pas dire qu'on va arrêter de payer de l'impôt. Donc ça c'est clair. Hein. Et pour les retraites, eh ben les retraites ne sont pas payées. C'est pas un service public. En tout cas dans l'avenir, ça ne le sera plus. Voilà. Tout simplement parce que comme le travail, comme l'emploi ne sera plus le socle de la redistribution, eh bien, on peut imaginer que la retraite soit complètement privatisée. Il n'y a plus de raison d'avoir un système centralisé de retraite si les gens n'ont plus besoin de travailler, d'avoir un emploi pour vivre. Je veux dire, le concept serait absurde. Pourquoi avoir une retraite obligatoire si les gens peuvent vivre autrement qu'en ayant un emploi? Donc, mais là encore, on parle de, je sais pas, 2040, 2050, et donc les jeunes qui ont 20 ans aujourd'hui, les millennials, auront peut-être d'autres visions que moi. Hein. La question n'est pas là. Hein. Nous, notre rôle, ce que nous sommes en train de faire là, c'est de tracer la voie pour aller avec une vision 2050. Voilà, il faut faire en sorte que le monde soit là en 2050 et qu'il marche. Et après, ils feront ce qu'ils veulent. Ça sera plus à nous de le faire. Satyavir, qu'envisage le courant constructif par rapport aux impôts des entreprises? Faut-il les augmenter, les réduire?
Alors les augmenter, eh ben, c'est vite vu, si on fait ça, on les coule, les entreprises. Pourquoi? Ben, parce que notre industrie, c'est le problème, c'est pour ça qu'on est dans cet état de morosité, parce que nos entreprises sont complètement obsolètes. On s'est accroché, on favorise la finance pour qu'elle finance cette industrie obsolète du XXe siècle parce qu'elle est fortement génératrice d'emplois, alors que la nouvelle industrie du XXIe siècle ne générerait pas autant d'emplois et donc ça fait qu'on aurait plus de chômage dans ce système. Donc hystériquement, il faut s'accrocher à ces vieilles industries qui sont obsolètes, et puis comme elles sont obsolètes, elles sont plus rentables. Comme elles sont plus rentables, ça fait qu'il faut baisser les salaires, ça fait qu'on appauvrit, ça fait qu'il faut subventionner les salaires, ça fait qu'il faut s'endetter, ça fait que les actionnaires ils empochent la dette, ça fait. Et donc on n'arrête pas de baisser les impôts. Et si on augmente les impôts des entreprises, ben on les coule. Alors moi j'ai réfléchi pendant longtemps à tout ça et la seule solution que j'ai trouvée qui soit plausible, parce on ne peut pas s'offrir le luxe de couler toutes les entreprises. Je veux dire, si on remet l'impôt sur le revenu à un niveau raisonnable, on va dire 35%, mais vous avez je sais pas, 80 000 entreprises qui font faillite dans la foulée. Hein. Donc c'est pas possible. C'est pas possible. Alors ce qu'il faut, c'est créer un deuxième code du travail très libéral. Un code du travail libéral adapté au XXIe siècle. Ce serait un code du travail où les entreprises qui décident d'y correspondre bénéficieraient de conditions d'embauche et de licenciement très libérales. C'est-à-dire que vraiment on peut consommer du salarié, si on veut, voilà, pour être assez grossier. Mais en échange, elles paieraient beaucoup d'impôts, 35-40%. Et elles auraient l'obligation de fournir des services des prestations sociales avant-gardistes. Donc vraiment, horizontalisation du capital, hein, ça veut dire le salarié participe au capital dès la première année, avec des actions qui lui donnent voix à l'Assemblée générale, hein, évidemment. Un système de mutuelle qui offre des bonnes prestations, où même le dentaire est couvert, la vue, etc. Avoir vraiment un système, l'entreprise peut embaucher et licencier comme elle l'entend, elle peut exercer ses activités comme elle l'entend du moment qu'elle respecte la loi. Elle bénéficie d'un environnement protégé très libéral, mais en échange, elle doit contribuer dynamiquement, très activement à l'économie. Je vous rappelle qu'à ce moment-là, on est dans un système où il y a le revenu de base, et donc le salarié ne risque rien. Hein. C'est celui qui se fait virer, ben, il a droit au chômage, même si c'est un chômage dégressif, peu importe. Je veux dire, il a son revenu de base, il a le chômage, il a toujours une protection. Comme c'est un système qui est beaucoup plus dynamique, eh ben, il va retrouver probablement un emploi, ou alors il va créer une activité. Donc il y a moins à craindre. Donc ça veut dire que c'est là qu'on comprend la logique systémique. C'est aujourd'hui, si on faisait ça, ce serait un drame humain. Alors que dans la société que nous envisageons, pas du tout. Et ça fait que nous aurions un nouveau type de société qui bénéficierait d'un environnement très dynamique, très vif, en échange de répartir la richesse. Et donc c'est quelque chose, c'est un concept qui permettrait d'être entre les deux, parce que les sociétés actuelles, ben on leur dirait, ben voilà, vous faites votre choix. Ou bien vous arrivez à vous adapter, puis vous bénéficiez du nouveau code des entreprises, code des sociétés et du travail, et donc vous allez payer plus d'impôts, mais vous serez plus libre d'agir. Ou alors vous restez comme vous êtes, mais alors il n'y a plus de CICE, il n'y a plus de subventions, il n'y a plus rien du tout. On vous abandonne, puis ma foi, ben, vous coulez, voilà, point. Et donc ça fait qu'on va épurer naturellement le marché, et ça va nous rapporter, ça va dégager des masses d'argent. Aujourd'hui, la lutte pour l'emploi, c'est 80 milliards. C'est pas moi qui le dis, c'est l'INSEE. Hein. 80 milliards quand même. Hein. Donc, alors je ne vais pas dire qu'on peut récupérer les 80 milliards, parce qu'on aura toujours besoin de formation, etc. Hein. Puis donc du chômage et autres. Mais on peut imaginer que ça va réduire de 30 milliards quand même. Et donc 30 milliards, c'est pas rien. Sans compter que le fait que toujours dans cette logique systémique, dans le système dont je vous parle, où il y a le revenu de base, où la société a été apaisée, la retraite est à 55 ans. Donc il y a moins de maladies du travail. La sécurité sociale dépense 30 milliards de moins
en maladie du travail, parce qu'on a pu libérer l'individu avant qu'il soit trop malade. Et donc, ça fait qu'on a une société qui est de plus en plus rentable, quand même. Même si on a des sociétés qui coulent, on a des nouvelles entreprises qui émergent. Dans les nouvelles technologies à très forte valeur ajoutée. Elles payent plus d'impôts, mais elles ont beaucoup plus de rendement. C'est pas un problème pour une entreprise de payer des impôts si elle a du rendement. C'est quand elle n'en a plus que ça pose problème. Et aujourd'hui, les industries actuelles ne peuvent plus payer d'impôts parce que ben, elles coulent, parce qu'elles ne sont plus rentables. On a délocalisé des productions en Chine, et au lieu d'arrêter chez nous de faire les mêmes productions, on continue de les avoir en essayant de concurrencer ce qu'on a délocalisé en Chine. C'est absurde, parce que le prix de revient, le coût de production en Chine est beaucoup plus bas que le nôtre, et donc on est obligé de dégrader l'environnement industriel chez nous pour pouvoir continuer à subsister, et puis on doit subventionner parce que ces entreprises sont non rentables. C'est absurde. Il faut les abandonner, si elles coulent, et puis à la place, on va avoir une nouvelle industrie, beaucoup plus performante, on va avoir une société beaucoup plus diversifiée, où les gens vont pouvoir contribuer les uns les autres pour générer des activités qui ne peuvent pas voir le jour aujourd'hui. Tout simplement parce que les responsabilités de chacun face à l'emploi sont beaucoup trop conséquentes. On ne peut pas prendre le risque. 80% au bas mot des idées ne verront jamais le jour aujourd'hui parce qu'elles ne peuvent pas. Ce n'est pas possible. Celui qui a une idée, ben, il se la garde parce qu'il ne peut rien en faire. Il ne peut pas prendre 2-3 ans comme ça sans travailler pour la mettre au point. C'est pas possible. Et s'il a rien, ben, il n'obtiendra pas le crédit, il ne trouvera pas assez d'argent, il n'aura plus de salaire. C'est pas possible. Et donc là, c'est le contraire. On est dans une société qui est plus diversifiée, qui a plus où le droit d'initiative s'exprime plus librement, où donc on a restauré des économies locales, chacun est libre de contribuer à hauteur de ce qu'il entend dans ses choix. C'est quand même fondamentalement différent. Alors donc, faut-il les augmenter? Non. Il faut en créer des nouveaux. Les réduire non plus. Il faut abandonner les aides. Abandonner les aides. Parce que là, dilapider comme ça du CICE, puis donner des primes d'activité, puis des chèques énergie, puis des machins, pour que, juste dans le but que les entreprises puissent sous-payer, c'est absurde, on va jamais avancer. Hein. C'est pas possible. On ne peut que s'endetter, c'est pas possible. On peut que s'endetter, appauvrir les gens qui ont de plus en plus de besoins. C'est pas possible. C'est une spirale régressive qui ne peut que nous amener au crash à son terme. Satyavir, qu'envisage le courant constructif par rapport à la dette de l'État? Comment te positionnes-tu dans le débat qui oppose les partisans de l'annulation de la dette aux partisans des politiques d'austérité? Alors, la dette. Déjà, il faut savoir qu'au sortir de la guerre, la France avait 250% de dette. 250% de son PIB. Donc c'était autrement plus qu'aujourd'hui. Mais elle a eu les 30 glorieuses, avec des pointes à 7% de croissance annuelle. Et donc, à partir de là, Géo, ce faux Suisse. Avec ces 7% de croissance, on a amorti la dette. En 1970, la France avait, en euros compensés, 256 milliards d'euros de dette. C'est normal hein, d'avoir de la dette. On ne peut pas avoir une économie sans dette. Cette dette, elle sert à lisser les échanges. Je veux dire, c'est ce qu'on appelle la dette technique. Donc, je veux dire, elle est incontournable. On peut en avoir un petit peu moins, un petit peu plus, voilà. Alors, et la France a connu des périodes où elle en avait 120 milliards, des périodes où elle en avait 330 milliards en euros compensés. Donc, hein. Voilà. Mais en 1970, elle avait 256 milliards d'euros en euros constants. Et donc, elle avait payé sa dette. Elle avait payé ses 250% de PIB de dette. Et dans la société que nous prônons, où la valeur ajoutée de la production est restaurée, c'est-à-dire que nous avons une industrie moins génératrice d'emplois, mais aussi beaucoup plus écologique, la pollution, ça a des coûts. On est en train de découvrir là, maintenant, avec le Covid, à quel point la pollution coûte cher. C'est quelque chose d'abominable. Détruire l'environnement, c'est un coût pour l'humanité qui se compte en dizaines ou en centaines de milliers de milliards. On a entendu l'ONU dire que si on ne faisait rien, le coût environnemental pour l'économie mondiale pourrait s'élever à 600 000 milliards d'ici 2050.
C'est ça le coût de la pollution. Et là, donc, au contraire, on aurait une industrie qui dépollue l'environnement, qui a apaisé la société, qui permet aux gens de s'épanouir, hein, une économie beaucoup plus épanouissante pour ceux qui ont le bénéfice d'y contribuer. Et donc, à un moment donné, il faut comprendre qu'on va avoir une nouvelle production de richesse. Alors, il y aura il n'y aura jamais 7% de croissance comme au XXe siècle, parce que tout est fait, les infrastructures sont faites. Mais il faut arrêter de croire que la transition écologique est un coût. Non, c'est un bénéfice colossal. Bertrand Piccard, d'ailleurs, est en train de matraquer ces derniers temps, là, pour qu'on comprenne que c'est un levier économique gigantesque. Et c'est vrai. C'est ce que je me bats depuis 10 ans, que je m'échine à dire depuis 10 ans. Il faut arrêter, j'ai lu, mais des milliers de fois, la transition écologique, qui va payer? Combien va coûter la transition écologique? La transition écologique a un coût. Qui va le payer? Mais combien de fois j'ai lu ça? Mais combien de fois? Et moi je répondais, mais non, 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 c'est pas combien elle va coûter, combien elle va rapporter. Parce que c'est colossal. La transition écologique, c'est 700 000 milliards d'ici 2050 de PIB à prendre, donc de la croissance. Et si nous faisons cette transition écologique, qui inclut donc d'avoir une nouvelle industrie avec une production qui n'a plus pour rôle de créer de l'emploi, mais de répondre aux besoins de la population, donc ça veut dire une production plus faible, mais de meilleure qualité, hein, plus qualitative, plus chère, donc on conserve la valeur. On a la même croissance. Si vous achetez 10 objets qui polluent à 10 balles, ou que vous en achetez un qui ne pollue pas à 100 balles, le chiffre d'affaires, il est le même, hein, je veux dire. Voilà, c'est simple à comprendre. Et donc, en fait, seulement la différence, c'est que l'objet qui pollue pas à 100 balles, ben, il a créé 2 emplois, alors que les 10 objets qui polluent à 10 balles, ils en ont créé 8. Non seulement pour les fabriquer, mais aussi pour extraire la ressource, ensuite pour trier les déchets, pour recycler, pour amener les poubelles, enfin voilà, c'est ça le truc, ça crée un foisonnement de produire de la merde, ça crée du foisonnement d'emploi. Alors que là, on l'a plus, ce foisonnement, on se retrouve privé privé de ce foisonnement. Et donc, ça fait qu'on va avoir moins d'emplois avec une nouvelle société comme ça, mais donc, ça fait qu'on a plus de rentrées. Et on peut s'attendre à 2,5% de croissance pendant 30 ans. Une nouvelle période de 30 glorieuses, à 2,5% de croissance, où on reprend le chemin du développement sociétal. Plus lent qu'au XXe siècle, parce qu'évidemment, entre le début du XXe siècle et 1950, il y a eu un progrès sociétal colossal. On est parti d'une population où 80% avaient rien, à une population où tout le monde a Netflix, Internet, la télévision, plusieurs dans l'appartement. Tout le monde part en vacances. Le petit dernier, il a un scooter. Le grand, il a déjà eu sa première bagnole, il a eu son permis de conduire, etc., etc., etc. Alors qu'en 1900, ben, on n'avait pas de salle de bain, il n'y avait pas d'eau courante, pas d'électricité, etc. pour 80% de la population. Donc on a connu un développement sociétal colossal. Alors là, il sera plus tranquille. Mais on a moins de croissance, donc on a moins de choses à financer, et la dette est quand même beaucoup plus faible qu'à l'époque. On n'est pas à 250% du PIB. Et donc, ça fait que la dette, eh ben, on va la rembourser facile. Comment je me positionne sur ceux qui opposent les partisans de l'annulation de la dette aux partisans des politiques d'austérité? Alors, il faut savoir qu'annuler la dette, ça porte un nom, c'est la faillite. Voilà, on fait défaut. C'est pas qu'il y a de la dette illégitime, c'est pas vrai, ça c'est une chouardise, là. C'est Étienne Chouard quand on l'entend dire qu'on doit payer des intérêts, c'est de l'usure, c'est absolument n'importe quoi. C'est normal de payer des intérêts sur de la dette. C'est normal que cette dette ne vienne pas de la banque centrale, parce que non, si l'État pouvait emprunter à sa banque centrale, il n'aurait pas de l'argent gratuit. C'est comme ça que l'État s'est financé entre 1971 et 1986 par des emprunts massifs à la Banque de France. Résultat, le franc français il a perdu 80% de sa valeur. On est passé du stade d'une monnaie qui était reconnue mondialement. Hein. Si vous alliez en Asie ou en Afrique avec des francs français, vous étiez un nabab. En 1986, ça valait plus un pet de coucou, hein, plus personne n'en voulait.
Donc ça fait que la France devait acheter massivement des dollars sur lesquels les Américains spéculaient. À chaque achat massif de dollars, les Américains spéculaient pour en profiter pour ponctionner la France, quoi. Voilà. Donc ça fait que la France payait littéralement des impôts sur ces échanges internationaux. C'est ce qui a précipité Mitterrand, ce qui a contraint Mitterrand à accélérer l'introduction de l'euro, parce qu'il y avait une fuite de capitaux qui se comptait en dizaines ou en centaines de milliards chaque année vers les États-Unis, hein, parce que les échanges devaient se faire en dollars. Et donc c'était plus tenable. Tout simplement, la France était exsangue. Et c'était pas la seule, hein. C'était aussi le cas de l'Allemagne, qui en plus s'est retrouvée contrainte à la réunification. Donc faire défaut, eh ben écoutez, je renvoie vers l'Argentine ceux qui sont adeptes de cette théorie. Parce que non, c'est pas le débiteur qui décide vous m'avez assez arnaqué, maintenant j'arrête de vous payer, je vous dois plus rien. C'est pas comme ça que ça marche. Les Argentins l'ont cru. Ils l'ont cru dans les années 90, je ne sais plus exactement quelle époque, ça devait être 93, je crois. Eh bien, figurez-vous qu'à l'époque, la crise a été telle qu'il y a des centaines de Français qui sont partis en Argentine, parce que pour 10 000 francs, pas des francs suisses, hein, des francs français, hein, pour 10 000 francs, on pouvait acheter un restaurant, pour vous dire. Hein. Un restaurant qui, quelques semaines ou mois avant, pouvait valoir 1 million. Hein. Là, c'est 10 000 francs. Parce que plus personne n'avait 10 000 francs français en Argentine. Plus rien ne valait rien. C'est simple. Le pays était ruiné. Et il ne s'en est toujours pas remis. Hein. C'est toujours la crise, on toujours de l'hyperinflation et tout. Et là, je vous parle quand même d'une période de 30 ans en arrière. Hein. Bientôt 30 ans en arrière. Hein. Donc, il n'y a qu'à imaginer. Voilà les conséquences de faire défaut sur la dette. C'est simple. Ceux qui ont prêté, ils veulent être remboursés. Point. C'est pas leur problème de savoir si vous n'êtes pas content de payer des intérêts. Non, mais c'est quoi ce cirque-là? Si vous n'êtes pas content, vous n'avez qu'à sacrifier des services publics. Vous abandonnez le système de santé, voilà. On arrête de vous soigner, puis c'est bon. Comme ça, il n'y a plus de dette. Hein, non, mais sérieux. Voilà. Donc, à un moment donné, il faut quand même revenir sur Terre. Cette dette, elle est parfaitement légitime. Elle a servi à maintenir le niveau de vie. Elle a servi à financer l'État. Le déficit budgétaire annuel de 3%, hein, il a été à 7%, eh bien, c'est rien d'autre que du financement des services publics et du subventionnement de l'emploi. Hein, parce que ces 80 milliards qu'on donne chaque année pour lutter pour l'emploi, eh ben, ça tombe pas du ciel. Hein, l'argent, ça pousse pas sur les arbres. Et c'est tant mieux, parce que sinon, il faudrait déforester pour planter des arbres à pognon. Et donc, les partisans de politique d'austérité. Ben, la politique d'austérité, c'est l'exact contraire de la prospérité. Et donc, si vous n'avez pas de prospérité, vous ne pouvez pas payer la dette. Et l'austérité, ben, on l'a tous vu, un nombre incalculable de fois, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Voilà. Alors, on peut parler de rigueur si on veut, mais non, le mieux, c'est de créer de la richesse. Seulement pour pouvoir créer cette richesse, dans le système actuel, il faut qu'elle crée de l'emploi. Et donc, on ne peut pas fabriquer n'importe quoi, on doit faire de la merde en suffisamment grande quantité pour que ça pollue assez, pour que ça crée du boulot. Voilà, on en est là. Et donc, forcément, on patauge un peu, quoi. Hein. On patauge dans le pétrole, enfin, tout ça, quoi. Voilà. Donc, mais ça ne marche pas. Ça n'a jamais marché, ça ne marchera jamais. C'est pas possible. Pour payer de la dette, il faut de la prospérité. La prospérité, il n'y a que ça. Il n'y a pas 36 solutions. Si vous gagnez assez d'argent, vous pouvez payer votre crédit. Si vous ne gagnez pas assez d'argent, eh bien, on vient vous saisir. Point. C'est aussi simple que ça. Et c'est la faillite. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Alors, John, une question qui revient assez souvent. Pour la fin de l'évasion fiscale, ne suffit-il pas simplement de faire preuve de plus de fermeté à l'égard des principaux concernés? Quand il a posé cette question, j'ai mis un gros rire. J'adore cette question parce que John, je veux dire, si vous lisez ses articles, vous allez voir. D'ailleurs, je vais voir s'il n'y a pas quelques, voilà. Non, c'est bon, il n'y a pas trop de questions. Si vous lisez ces articles, vous allez voir qu'il est d'une profonde pertinence. Hein. C'est quelqu'un d'exceptionnel. Et donc, je vous invite à les lire. Prenez une fois le temps, vous prenez 3 heures, puis vous lisez tous les articles signés de John Maison sur le blog Je n'en pense pas moins, blog.thierrycurti.fr. Et vous allez voir, vous allez découvrir des trucs qui sont tellement logiques, qui sont élémentaires. Alors donc, lui, il connaît la réponse à la question. Et évidemment que non, la fermeté, ça ne sert à rien. Ça ne sert absolument à rien, parce que là, par contre, c'est celui qui paye qui décide. S'il n'est pas content de payer les impôts, ben il s'en va.
Et là, il y en a qui disent, ah, faut arrêter de croire qu'ils s'en vont, c'est pas vrai. Non, mais attendez. Jusqu'à une certaine limite, ils vont se contenter de lutter. Si tout d'un coup on abuse, qu'on dépasse la limite, ils seront quand même un peu moins français, hein, puis ils vont s'en aller. Puis après, il y a les populistes qui disent, oui, il faut faire comme les Américains, faut les taxer à l'étranger. Non, mais les Américains, les riches Américains, hein, ils achètent des nationalités à l'étranger. Ils achètent des nationalités bulgares, lettonnes. En Lettonie, pour 300 000 balles, vous êtes letton. Hein, voilà, vous payez vos impôts en Lettonie, même si vous n'y vivez pas. Hein. Du moment que vous avez votre résidence fiscale, vous avez d'ailleurs, ils ont inventé l'identité numérique. Donc c'est dire, hein, s'ils sont malins, les lettons. Hein, voilà. Et c'est pas de l'évasion fiscale. Hein. C'est le gars, il a sa résidence fiscale en Lettonie, il paye ses impôts en Lettonie, voilà, et il peut renoncer à sa nationalité américaine, et donc on va pas le faire chier, voilà, donc ça marche pas, ça ne marche pas. C'est une oppression qui a été mise en place par Obama et qui ne fonctionne absolument pas. C'est d'opprimer les gens ne marche pas. Il y a toujours des astuces pour ne pas payer. Comment vous voulez prouver le principe de taxer les Américains de l'étranger? C'est on prend la déclaration d'impôt qu'ils ont remplie dans le pays où ils se trouvent, et on la compare à la déclaration d'impôt aux impôts qu'il aurait dû payer s'il était américain, puis on lui facture la différence. Mais vous voulez prouver comment, alors que le mec il habite à l'autre bout du monde, qu'il a gagné plus que ce qu'il a déclaré? Franchement, c'est absurde. Le principe même est absurde. Vous allez lui envoyer la police? Non mais sérieux. Vous allez traquer les gens dans le monde entier. Donc non, il n'y a rien qui marche. On ne peut pas opprimer les gens pour les contraindre à payer des impôts s'ils ne veulent pas. C'est pas possible. Et c'est là qu'on entre dans le vif du sujet, dans l'intérêt même de cette vidéo, qui impose l'idée que l'impôt sur le revenu, c'est lui qui est à l'origine de l'évasion fiscale, parce qu'il est obsolète. Il est obsolète, il est inadapté au XXIe siècle, tout simplement. L'impôt sur le revenu, dès qu'on l'attaque, on entend des remarques genre oui, c'est républicain. Voilà, alors il faudrait payer l'impôt sur le revenu parce qu'il est républicain. Alors déjà, je ne sais pas qui a décrété que c'était républicain. Ça veut dire qu'il y aurait des comportements républicains et des comportements qui ne le seraient pas. Donc je pense qu'on devrait établir une liste républicain, pas républicain, républicain, pas républicain. Voilà. Eh bien, il y en a qui vont considérer comme républicains de ne pas payer d'impôts, parce que comme ça, ils auront plus d'argent pour profiter, pour faire bénéficier la République de leur générosité. C'est leur droit, hein, c'est pas moins républicain. Hein. Donc je veux dire, il n'y a pas de norme qui dit que ça, c'est républicain. Donc non, l'impôt sur le revenu n'a rien de républicain. En fait, ce qui se passe avec le problème de l'impôt sur le revenu, quand il était introduit, il était une réponse à l'inégalité. Parce qu'au XIXe siècle, il y avait tout un tas d'impôts qui existaient, mais le gros de la masse n'en payait pour ainsi dire pas. L'impôt essentiel au XIXe siècle, c'était l'impôt sur les portes et fenêtres. Comme les banques n'existaient pas au sens où nous les connaissons aujourd'hui, c'est pas que les riches avaient leur argent chez eux, dans un coffre. Donc on ne connaissait pas leurs revenus, on ne connaissait pas leur fortune. Alors on estimait leur fortune par rapport à leurs biens immobiliers, leurs possessions immobilières. Parce qu'à l'époque, il y avait pour ainsi dire que ça. Il n'y avait que les possessions qui permettaient d'estimer le niveau de richesse de quelqu'un. Et donc, on avait établi des normes pour taxer le nombre de portes d'entrée et puis le nombre de fenêtres. Et ça fait que très rapidement, dans les villes, on a eu une seule porte d'entrée qui donnait sur plusieurs escaliers, qui donnait dans plusieurs immeubles. Comme ça, on payait qu'une fois l'impôt sur la porte d'entrée. Et puis, c'est aussi pour ça qu'on a eu des pans entiers de façades qui ont eu les fenêtres occultées. Et puis, on a même peint des fausses fenêtres dessus en trompe-l'œil. Parce que comme c'est des fausses fenêtres, on ne paye pas d'impôt sur les fausses fenêtres. Et donc, on a assombri les immeubles et tout. Voilà. Et donc, on s'est retrouvé avec la possibilité, grâce au modernisme du XXe siècle qui s'annonçait, de connaître les revenus des gens. Parce que les banques commençaient à accueillir les revenus, parce que l'économie commençait à fonctionner par le télégraphe. Hein, donc ça veut dire qu'il commençait à y avoir des échanges internationaux, il y avait des multinationales. À la fin du 19e siècle, les grandes compagnies étaient des multinationales. Et donc ça fait qu'on commençait à avoir la possibilité d'instaurer un impôt sur le revenu. Et cet impôt sur le revenu, alors les Allemands l'ont fait avant nous, je crois les Italiens aussi, mais on parle d'une différence de 20 ou 30 ans. Et donc chez nous, en 1913 ou 1916, je ne sais plus, a été instauré l'impôt sur le revenu. C'est pas qu'il est de tradition. C'est pas qu'on a toujours eu un impôt sur le revenu.
On a toujours payé des impôts. Mais les impôts, ils ont évolué au fil du temps. À l'époque romaine, ça a perduré jusqu'au Moyen Âge. C'était les paysans qui vivaient sur les terres des seigneurs qui payaient les impôts. C'est-à-dire que le paysan, il vivait là sans payer de loyer, sans rien. Seulement la production ne lui appartenait pas. En échange d'avoir le droit de vivre là et d'exploiter les terres du seigneur, eh bien, la production appartenait au seigneur. Et donc, ma foi, on lui prenait, passait le questeur d'impôts, le collecteur, et qui venait chercher la part de l'État. Voilà. Donc, il y a toujours eu des impôts, évidemment. C'est pas nouveau. À la Renaissance, à Paris, Paris était derrière des fortifications, puis il y avait des postes de douane, et toutes les marchandises qui entraient étaient taxées. Voilà, il y avait de la taxation des marchandises. Et donc, à l'époque, il y avait déjà de la fraude fiscale, parce qu'il y avait des portes, des plus petites portes, qui étaient dans les fortifications. Et donc, certains recevaient un pot de vin pour ouvrir la porte, pour laisser entrer quelqu'un. Quand ça nécessitait pas une charrette, que la marchandise pouvait se porter, et ben, voilà, on passait par l'arrière-cour, là, et ça coûtait rien. Hein. Donc, il y a toujours eu de l'évasion fiscale, il y a toujours eu de la fraude. Et donc, la question n'est pas là. L'impôt sur le revenu, en lui-même, n'a rien pour lui, il n'a aucun avantage. Il est inadapté à notre époque. Quand on l'a instauré au début du siècle, même s'il y avait déjà des sociétés multinationales, même si elles étaient déjà reliées par le téléphone, le téléphone n'était pas commun chez les particuliers. Hein. Il y avait quelques riches qui en avaient, il y en avait peut-être un par village, souvent le médecin ou le notaire ou le bistrot, voilà. Il y avait un téléphone ou alors à la poste. Mais les entreprises avaient le téléphone, ou tout au moins le télégraphe, et donc elles pouvaient communiquer. Mais par télégraphe, on ne pouvait pas transférer de l'argent à l'époque. On pouvait garantir une promesse de crédit, voilà, au mieux. Et de plus, la création de richesse se faisait sur place. C'est-à-dire qu'à l'époque, au début du siècle, il y avait des villes entières qui travaillaient dans la même usine. Cette usine, elle était là, elle était... Ah, c'est en panne. Allô? Ça fonctionne ou pas? Je suis en direct. Bon, ben moi, nous avons des problèmes pour lire cette vidéo, mais Satyavir me dit que ça marche. Ok, donc je continue. Ma foi, je me vois plus. Hein. Donc je ne sais pas. Voilà, chez moi, c'est en panne. Ok, d'accord, ça marche. Merci Géo. Bon, c'est bizarre. Là, j'ai plus d'image. J'ai plus de retour, quoi. Je sais plus. Ah oui, alors à l'époque, ces entreprises ne pouvaient pas délocaliser comme ça leur revenu, puisque le revenu, il provenait de l'industrie elle-même qui se trouvait sur place où la population travaillait. Et donc, hein, d'instaurer l'impôt sur le revenu faisait que le patron ne pouvait pas comme ça déporter son revenu à l'autre bout du monde, puisqu'il l'avait produit sur place. Aujourd'hui, c'est très différent. Imaginez-vous que vous investissiez une part de votre argent dans des entreprises, dans des sociétés offshore, hein, dans des sociétés écrans à Singapour. Euh, Vous dépensez, donc ça fait que ces sociétés possèdent des sociétés qui possèdent des sociétés. C'est géré par des bureaux spécialisés. Et vous, ben, vous accédez à votre compte, à l'argent que vous avez sur ces comptes, par une carte de crédit. Vous avez une visa, une simple visa. Et puis donc, vous faites vos paiements, tout simplement. Voilà, c'est tout. Et donc, vous payez plus d'impôts dessus. C'est de l'évasion fiscale. C'est même de la fraude fiscale. Mais vous ne pouvez pas le prouver. C'est de l'argent que vous gagnez à l'autre bout du monde. Quand vous avez Google qui vient piocher, qui vient vendre des publicités ici, qui sont facturées par l'Irlande à des conditions favorables, moi j'ai toujours dans l'image, dans l'esprit, l'image du pêcheur qui pêche directement dans la besace du pêcheur sur l'autre rive, quoi.
Et puis le pêcheur sur l'autre rive ne peut pas l'empêcher parce que dès qu'il réagit, ben hop, c'est trop tard, l'autre il a retiré sa ligne. Et c'est ça, c'est ce que permettent les réseaux. Parce qu'aujourd'hui, le revenu n'est plus localisé. Et d'une manière générale, si vous réfléchissez, quand on est monté, on est allé voir à Paris Yann Moulier-Boutin, il y a une chose qui nous a surprise, et moi je suis d'accord avec lui, lui qui est le bon gauchiste, bien, voilà, il nous a dit, au-delà de 10%, l'impôt, il est confiscatoire. Au-delà de 10%. Alors les riches aujourd'hui payent en moyenne 19% d'impôts, puis les classes moyennes payent 33% d'impôts. Pourquoi? Ben parce que les riches ne payent que 19%. Donc il faut bien que quelqu'un le paye, donc c'est les classes moyennes qui le payent. Voilà. Mais en fait, si vous réfléchissez un peu, l'impôt sur le revenu, c'est quoi? C'est une punition pour vous punir d'avoir gagné de l'argent. Vous avez gagné de l'argent, donc vous avez les moyens de le payer, donc vous allez le payer. Voilà, c'est tout. Vous êtes coupable d'avoir gagné des sous. Quelque part, c'est un crime. Voilà, l'impôt sur le revenu, c'est le signal que ça donne. Alors qu'en fait, il n'apporte rien. Concrètement, il n'apporte rien. Il apporte de l'argent, mais il prive la personne qui le verse. Et on accuse les riches de faire de l'évasion fiscale. Non mais attendez, soyons objectifs. Nous, on est des petits, nous n'avons pas les moyens de frauder le fisc quand on paye ce qu'on nous réclame, hein, même si c'est que 300 balles. Hein. Le riche, lui, imaginez-vous, vous avez gagné, je sais pas, 800 millions d'euros, puis on vous réclame 220 millions, puis vous remplissez le chèque. Là, vous écrivez 220 millions, ça va partir à l'État. Si vous me dites que oui, non, mais il va lui en rester assez, moi je payerai avec plaisir, c'est que vous êtes de mauvaise foi. Parce que moi je vous dis que de donner 200 millions comme ça, ben, ça va vous rester en travers de la gorge. Moi je vous le dis, hein, que vous en faites ce que vous voulez, mais moi je vous le dis, ça va être le cas. Hein. Et donc ça fait que le riche, eh ben, l'année suivante, eh ben, il va s'arranger pour en payer que 150 millions. Voilà, donc il va délocaliser une partie de son revenu. Il ne va pas forcément délocaliser ses activités, il va délocaliser son revenu. Et comment il va délocaliser son revenu? Bon, ben là, on va pas entrer dans le vif du sujet, mais bon, ben il va créer une société offshore qui va facturer ses prestations de services à sa société et puis qui va lui reverser son salaire sur un compte singapourien. Voilà, enfin, bon, voilà. Et donc là, on a un montage d'évasion fiscale. Et donc, si vous voulez après lui taper dessus pour qu'il paye ses impôts, eh ben, c'est la production qui va s'en aller. Parce que le gars, il va pas se laisser marcher dessus, alors que fondamentalement, pour lui, dans son esprit, il n'a pas volé. Et donc, en fait, il faudrait qu'il y ait une justification pour qu'il accepte de payer des impôts. Et c'est là que intervient le concept que Courant Constructif pose aujourd'hui, qui est issu donc directement d'une idée que j'avais émise il y a quelques années, qui est l'impôt sur le niveau de vie. Alors ça ne veut pas dire qu'on remplacerait totalement l'impôt sur le revenu. Peut-être qu'il faudrait conserver une part d'impôt sur le revenu, limitée peut-être à 10%. Et ensuite, au-dessus d'un certain seuil, on instaure l'impôt sur le niveau de vie. C'est intéressant l'impôt sur le niveau de vie parce qu'il introduit la notion de mixité sociale. C'est-à-dire que le riche qui vit comme un pauvre paierait l'impôt comme un pauvre. Et le pauvre qui vit comme un riche, le fils à papa qui vit sur un grand pied aux frais de papa, il paye beaucoup d'impôts. Voilà. Et donc ça fait que nous aurions plus de mixité sociale, puisque les riches seraient moins incités à vivre dans le luxe, séparés de la population. Et donc on résout aussi un certain problème de tension, parce que pour la population, vous avez ces riches aujourd'hui qui vivent derrière leur haut mur, en trichant sur leurs impôts. Rien que comme je vous le dis là, vous me concéderez quand même qu'en soi c'est déjà très péjoratif. Et donc forcément on ne peut pas avoir une société apaisée avec une idée pareille. Alors qu'en réalité, avec l'impôt sur le revenu très limité, ou voire aboli, peu importe, et l'impôt sur le niveau de vie qui vient calculer votre niveau de vie, c'est-à-dire qu'on estime grossièrement votre niveau de vie, si vous possédez plusieurs maisons de par le monde, que vous prenez souvent le jet, que vous roulez dans une voiture avec chauffeur, sans tenir compte du fait que c'est la voiture de l'entreprise. Peu importe. Pour vous, si vous roulez dans une Rolls avec chauffeur, qu'elle appartienne à la société ou qu'elle vous appartienne en propre, qui est votre nom ou pas sur la carte grise, vous roulez dans une voiture avec chauffeur. C'est la même chose pour le jet. Si c'est le jet de l'entreprise ou d'un pote, peu importe, vous volez dans un jet privé.
Et donc, ça fait qu'on n'en tient plus compte. Vous volez, vous vous déplacez dans un jet privé, vous avez une voiture avec chauffeur, donc on vous fait grimper comme ça des échelons qui déterminent forfaitairement le coût de votre impôt. Et ça fait qu'en réalité, tout le monde paierait l'impôt qu'il doit en fonction de son niveau de vie, et chacun des échelons serait calculé non pas sur la base du revenu, sur la base des revenus connus, de ce qu'on arrive à capter, mais sur la base des besoins de l'État pour fonctionner. Et donc, ça fait que comme nous aurions une société apaisée, avec des services publics allégés, puisque moins nécessairement contraignants, l'État coûterait moins cher. C'est pas que je l'imagine, hein, mais c'est pas pour rien qu'on dit que la France est le pays où les prélèvements obligatoires sont les plus élevés au monde. C'est bien parce que l'État coûte cher. Il ne s'agit pas de réduire l'État, il s'agit d'avoir un État plus régalien. Un État qui est plus protecteur, au lieu de devoir répondre par des usines à gaz à des problématiques qui en réalité ne devraient même pas exister. Parce que c'est ça le souci que nous avons aujourd'hui. L'État répond à des milliers de problématiques qui trouvent leur source dans une cause absurde. Et donc, en éliminant cette cause absurde, on résout ces usines à gaz qui n'ont plus lieu d'être, et donc l'État coûte moins cher, et donc on a besoin de moins d'impôts. Et si on a besoin de moins d'impôts, d'autant qu'en parallèle, on a les nouvelles entreprises, les nouvelles industries qui ont vu le jour, qui payent plus d'impôts, donc l'impôt sur les sociétés rapporte beaucoup plus grâce à une nouvelle industrie à beaucoup plus forte valeur ajoutée, très rentable, ça fait que tout le monde paye moins d'impôts, même avec ce système, même en vivant dans le luxe. Donc on arrive au consentement à l'impôt. Peut-être que les riches ne paieraient pas plus qu'aujourd'hui, mais ils l'accepteraient. Et ça fait toute la différence. Et ça nous ouvre des perspectives alternes en faisant preuve d'un peu de créativité, comme par exemple le coefficient d'inégalité. C'est une idée que j'ai eue et je pense qu'elle serait complètement plausible. Le coefficient d'inégalité, c'est-à-dire qu'en fonction de de l'inégalité présente dans la société, on décide que les impôts sont multipliés par un coefficient. S'il y a peu d'inégalité, on peut descendre jusqu'à zéro. Pourquoi pas? Si l'État n'a plus besoin d'impôts, s'il n'a plus besoin du tout de taxer les gens, on descend à zéro. Et puis, s'il y a beaucoup d'inégalités, on peut doubler les impôts. C'est-à-dire qu'on a un coefficient fois 0,3, fois 0,5, fois 0,8, fois 1,2, voilà. Et en fonction de ce coefficient, ça détermine, on taxe les gens sur leur niveau de vie en partant d'un seuil raisonnable. C'est-à-dire que le couple qui vit avec ses 2 enfants dans un pavillon en parpaing, dans un quartier champignon d'une banlieue, qui possède 2 voitures, on peut considérer que c'est normal. C'est la base qu'il lui faut pour vivre. Et donc, il est non imposable. Et au-dessus, après, le luxe vient s'ajouter, et puis il y a de plus en plus d'impôts. Et donc, on prend les déclarations, on prend les taxations, et si quelqu'un doit payer 1000 euros d'impôts, puis que le coefficient est à 1,2, eh ben, il payera 1200 euros. Et ça, jusqu'à ce que l'inégalité recule, et puis qu'un jour, on se retrouve à 0,8, 0,6, 0,5, voilà, et donc qu'on réduise l'inégalité. Il y a un troisième élément qui peut venir se greffer dessus, c'est une idée que j'ai eue, qui repose sur l'idée que les associations sont un élément crucial de l'économie, et le seraient encore plus dans le monde tel que nous l'envisageons, puisque quand la population en appelle à un retour à la démocratie, à la relocalisation, quand on parle de décentralisation, on parle de redonner du pouvoir à la population locale, aux collectivités locales, et donc ça veut dire aux associations quelque part. Ça veut dire qu'on confie aux locaux la capacité de répondre eux-mêmes à leurs propres besoins comme eux l'entendent. Alors, avec évidemment des normes, avec des contraintes de dépenses, on ne va pas financer n'importe quel délire. Ça veut dire que chacun a des moyens, mais ça veut dire qu'au lieu que tout le monde utilise ses moyens de la même façon, chacun va les utiliser comme il l'entend, chaque collectivité va l'utiliser comme elle l'entend, et va dire aux autres comment elle les a utilisés, et donc chaque collectivité peut avoir ainsi une diversité de modes de fonctionnement, et mieux adapté à son territoire. Et donc ça fait que dans l'avenir, dans une société beaucoup plus démocratique qu'aujourd'hui, fatalement, les associations vont avoir encore plus d'empreintes qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, les associations, c'est 34 milliards d'euros. Mais les services qu'elles rendent à l'État,
lui coûterait 70 milliards. Donc ça veut dire qu'elle représente quand même une grosse économie, sans compter que quand c'est l'État qui fait, ben, il le fait à la façon de l'État. C'est-à-dire qu'il établit une règle, on ne décide pas comment ça marche. Alors que les associations, ben, elles sont gérées par la population elle-même, qui répond ainsi à ses propres besoins. Tout le monde peut interagir directement, dynamiquement avec l'association pour répondre à la nécessité imposée par qui impose la nécessité de l'existence de cette association. Et donc, ça fait qu'on peut faire interagir la population, on pourrait rapprocher la population du système fiscal, donc démocratiser l'impôt au travers des associations, en faisant en sorte que le riche qui s'estime écologique, qui fait des efforts, qui a investi des sommes pour moins polluer l'environnement, pour avoir une vie plus raisonnable, plus responsable, plus interactive avec sa commune, c'est-à-dire qu'il fait des dons à la commune, il participe dynamiquement à la vie de sa commune, ce riche pourrait s'estimer mériter de payer moins d'impôts. Et donc on pourrait imaginer que créer un système de certificats fiscaux qui serait accessible au travers des associations. L'association remplirait un dossier et vendrait des certificats fiscaux à cette personne en conséquence du dossier. C'est-à-dire que les associations seraient formées, elles seraient organisées pour être capables de remplir ces dossiers à la place du fisc, et donc de défendre le riche. Elles en deviendraient littéralement l'avocat, et elles lui accorderaient le droit d'acheter un certain nombre de certificats fiscaux qui coûteraient un prix et qui lui donneraient droit à une réduction fiscale bien plus conséquente que le montant du certificat en question. Et ça pourrait être dans un système totalement libéral. Et donc, ça inciterait les riches à pouvoir réduire leurs impôts, non seulement en abaissant leur niveau de luxe, donc en se rapprochant de la population, mais en plus en se rapprochant des associations, en ayant une vie plus interactive avec la masse, pour payer moins d'impôts, tout en étant plus écologique. Vous voyez la combine? Et donc ça, alors, je ne dis pas que c'est ça la société de l'avenir. Comprenez que tout ce que je vous dis là, c'est des propositions qui visent à vous instiller l'idée de la créativité, la notion de créativité, parce qu'on peut faire preuve de créativité. Il n'y a rien qui est figé. Tout ce qui existe aujourd'hui n'existait pas hier et n'a pas lieu d'exister demain si c'est inadapté. Ce qui est inadapté est inadapté. Nous avons eu des impôts à l'époque romaine, nous avons eu d'autres impôts au Moyen-Âge, nous avons eu d'autres impôts au XIXe siècle, nous avons eu d'autres impôts au XXe siècle. Il est normal d'avoir d'autres impôts au XXIe siècle, parce que les conditions d'application fiscale ne sont plus les mêmes. Tout simplement, c'est complètement logique. Je veux dire, c'est parfaitement cohérent. Et donc, et là, j'avais Quentin qui m'avait posé une question à laquelle j'ai encore jamais répondu puisque j'attendais les impôts. C'était une question qui parlait des conditions légales. Est-ce que ce système que je vous expose serait compatible, par exemple, avec l'Union européenne? Eh bien, je mets quiconque au défi de trouver quelque chose qui s'y oppose. L'Irlande, par exemple, a un système fiscal qui nous fait concurrence. C'est complètement légal. Chaque État, il n'y a aucune loi dans l'Union européenne qui impose d'avoir un impôt sur le revenu. Il n'y a aucune loi sur l'impôt qui nous impose d'avoir un impôt sur les sociétés. Les lois, les règles de l'Union européenne et c'est la même chose pour la charte des droits de l'homme et du citoyen, c'est la même chose, voilà. Les règles sont que les conditions fiscales ne doivent pas induire d'inégalités, ne doivent pas créer de concurrence déloyale. Alors ça veut dire que si vous allez trop loin dans la concurrence fiscale, eh bien vous avez des sanctions. Et vous prenez le Luxembourg a quand même dû s'aligner un peu, le Panama a dû faire des efforts, la Suisse aussi. Je veux dire l'Irlande, ils sont allés trop loin avec Apple en lui taxant que 2%. Eh bien, l'Union européenne les a condamnés à exiger 13 milliards et Apple a payé les 13 milliards. Alors maintenant, il y a un procès, mais je pense qu'ils vont le perdre. Et donc, voilà, quand vous allez trop loin, ben, vous êtes sanctionné parce qu'on estime qu'il y a une concurrence déloyale. Mais si vous pouvez avoir un système économique qui est capable de répondre aux conditions imposées par la Charte de l'Europe, c'est-à-dire que tout le monde a accès à la santé, tout le monde a accès à l'éducation, tout le monde a accès au logement, tout le monde a, etc., etc., etc.,
sans demander d'impôt, c'est votre droit. Il n'y a aucune loi qui l'interdit, hein. Donc ça, c'est clair. Donc ça n'aurait les gopés dont se gargarise Asselineau fixent des objectifs de développement sociétal. Alors, c'est des objectifs qui reposent sur le libre-échange, sur la libre circulation des capitaux, la libre circulation des gens, mais aussi sur l'accès à la santé, à l'éducation, etc. Il s'agit d'atteindre une universalité d'un socle social commun, mais jamais ça parle d'impôt. Jamais. Il y a aucun gopé qui dit l'objectif c'est de taxer tout le monde, hein. Ça n'existe pas, ça, hein. Donc oui, ça serait complètement compatible. Et donc, à partir de là, je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. Là, ça fait 1h20 que je vous parle, que je blablate. Je vous remercie d'avoir écouté. En tout cas, pour ceux qui sont allés jusqu'au bout, je vous félicite. Et puis, je pense que du coup, fatalement, le prochain live, puisque j'ai entamé le sujet au travers des impôts, sera sur la mixité sociale. On va essayer, on m'en a eu parlé, on m'a eu dit qu'on devait se positionner sur l'immigration. Je voulais pas entrer sur le sujet parce que c'est du populisme. L'immigration, il n'y a pas 36 solutions, c'est pas vrai. Voilà, mais il y a des choses à dire sur les cités, le communautarisme, la mixité sociale, etc. Et on va attaquer ce sujet très sensible la semaine prochaine. Je vous remercie, bonne soirée à tous et à bientôt. Bye bye.